Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo du Best of Booktube de 2024. Je sais, je suis au courant, on est en 2026 et je vous parle de lecture de 2024, c'est quoi ce bazar? Si vous êtes un ou une habituée de la chaîne, vous savez qu'en 2025, j'ai démarré une longue série de vlogs où je lis les lectures préférées de mes booktubeuses préférées en 2024. Et il me reste un dernier épisode à tourner dans cette série de vlogs et vous allez le voir, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Avant toute chose, si jamais vous voulez retrouver les autres vidéos, n'hésitez pas, elles sont listées dans la barre d'infos juste en dessous. Et pour aujourd'hui, on va donc se retrouver avec le dernier épisode thématique des meilleures lectures de 2024 de mes booktubeuses préférées, à savoir les premiers tomes de série de surcroît de l'imaginaire, de la pépita sans prévision. Et étonnamment, je m'en suis pas rendu compte avant il y a environ 1 heure, ce ne sont que des séries de science-fiction. Moi, je suis plutôt une grosse amatrice de fantasy, mais ceux-là, je les avais dans mon radar déjà depuis un petit moment, et il y en a même une où, avant même qu'elle soit listée dans les lectures préférées, je voulais déjà la lire. On va d'ailleurs commencer avec celle-ci, puisque c'est Gideon la 9e de Tamsyn Muir, qui est le premier tome d'une série en 4 tomes, qui s'appelle Le tombeau scellé. Et là, donc vous voyez, c'est un emprunt à la médiathèque en grand format. C'est publié chez Actes Sud, mais c'est aussi disponible en version poche. Série en 4 tomes, le 4e tome n'est pas encore paru en anglais, donc forcément on l'a pas en français non plus, mais si je me souviens bien, les 3 premiers tomes sont déjà publiés en français. Dans cette série-là, on embarque dans un monde à la fois fantasy et science-fiction, dans lequel on va suivre, du moins dans ce tome-là, des nécromanciennes qui vraiment ne s'apprécient pas, mais qui vont devoir faire équipe pour gagner un concours qui a été organisé. Et on va retrouver, il me semble, les 9 planètes qui sont régies par l'empereur. Donc Gideon, elle fait partie de la 9e et dernière planète. Il paraît que c'est complètement fou, qu'il faut s'accrocher, mais que c'est vraiment bon. Donc j'ai grand espoir d'apprécier ce tome-là et du coup démarrer une nouvelle série. Oui, parce que du coup, évidemment, je démarre 3 nouvelles séries dans ce vlog. Ah oui, et d'ailleurs, c'était l'une des lectures préférées de Regan de la chaîne Perus Project. Autre premier tome de série qui fait partie des meilleures lectures de 2024 de Regan, c'était le tome 1 de Journal d'un assassin. Ici, c'est Défaillance System. C'est une série de novellas qui est écrite par Martha Wells. Novella donc assez court, qui fait 120 pages. Et il me semble qu'on est arrivé à 7 tomes traduits en français, je crois. Là aussi de la science-fiction, puisqu'on va suivre un personnage principal qui est un robot, mais un robot doté de conscience. Et au lieu de travailler, lui ce qu'il veut faire, c'est simplement regarder des émissions de télé-réalité. J'avais entendu que des bons retours sur cette série, que ça soit en anglais ou en français. Et sur la 4e de couverture, on nous note « Martha Wells signe avec cette série un récit tout en ironie et en sensibilité sur l'éveil à la conscience et l'exercice du libre arbitre ». Ça m'intéresse pas mal et apparemment c'est aussi assez drôle. Je suis très curieuse de découvrir et de, là encore, potentiellement démarrer une nouvelle série. Aussi, mention spéciale aux éditions La Talente. J'adore ce qu'ils font avec leur collection de petits livres de novellas. C'est hyper confortable. J'aime de plus en plus lire des novellas et je suis très contente parce que La Talente en publie beaucoup. Et enfin, le 3e livre que je vais lire dans ce vlog, mais techniquement je l'ai déjà commencé, c'est avec celui-ci que je vais démarrer ce vlog-là, c'est le premier tome des livres de la Terre fracturée, écrit par N.K. Jemisin. C'est la 5e saison, et là aussi vous le voyez, c'est un emprunt à la médiathèque. Je l'ai commencé tout à l'heure, j'ai uniquement lu le prologue, donc je suis arrivée à la page 27. Je suis vraiment pas loin. Et là, c'était une lecture préférée de Jenny de la chaîne This Story and Over. Ici, je sais juste qu'on va suivre notre personnage principal qui vient de perdre son enfant des mains de son propre mari. Ah oui, et de surcroît, évidemment, on vit dans un monde où les catastrophes climatiques sont monnaie courante. On nous dit qu'il y a de grands cataclysmes qui ont détruit les plus fières cités et soumis la planète à des hivers terribles, d'interminables nuits auxquelles l'humanité n'a survécu que de justesse. Ça paraît vraiment être un monde impitoyable et j'ai l'impression que notre personnage principal va se lancer dans une quête un peu suicidaire. Je vous avoue que c'est le livre avec lequel je pense que je vais avoir le plus de difficultés. Ça m'étonnerait moyennement d'ailleurs que ça ne me plaise pas, voire que je l'abandonne. C'est aussi pour ça que je démarre ce vlog avec celui-ci, parce que je me dis que j'ai envie de garder le meilleur pour la fin, évidemment. Mais je suis quand même très curieuse de découvrir enfin cette autrice. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, pour les 2 autres titres, je vais aussi découvrir les autrices. Totale découverte ce vlog. Bref, pour moi, il est temps d'aller lire. Je vous retrouve quand j'ai avancé dans la 5e saison et on verra bien le verdict. T'es prête pour venir sur le canapé, toi, c'est ça? Oui. Quel cinéma.
Ah, d'habitude, tu le fais d'un coup, hein. Bon, je vous retrouve, on est dimanche et malheureusement, la gastro s'est invitée dans ce vlog. Donc, je vous passe les détails, mais ça fait plusieurs jours que je vous ai pas repris et que j'ai rien filmé. J'ai quand même pu avancer dans ma lecture de la 5e saison. Je suis arrivée à la page 182. Ça fait 35%. Et je vous avoue que ça fait plusieurs jours aussi que je me pose la question de si je poursuis au moins jusqu'à la moitié avant de me demander si je l'abandonne ou si je m'arrête là. Et je crois que j'ai décidé que j'allais m'arrêter là. C'est toujours un peu délicat pour moi d'abandonner un livre parce que je me pose toujours la question de me dire et si il fallait que je passe la moitié ou les 3/4 d'un roman avant de me dire non, finalement ça risque d'être une très bonne lecture, il faut que je poursuive. Et avec celui-ci, je suis partagée. Je sens que c'est pas un abandon franc dans le sens où je déteste ce que je lis et que j'ai absolument envie de m'arrêter là. Mais malheureusement, j'ai pas vraiment grand intérêt à continuer non plus. Je suis pas particulièrement attachée au personnage, je ressens pas l'envie de poursuivre l'intrigue. Pour tout vous dire, j'ai envie de lire autre chose. Et c'est ce qui fait que je décide de m'arrêter là. Ça m'interdit pas de le reprendre plus tard dans l'année ou même dans plusieurs années si l'envie me prend. Mais je pense que ça sort un peu trop de ma zone de confort pour que je puisse l'apprécier véritablement. De ce que je peux vous en dire, on suit 3 points de vue différents. On suit celui de la mère dont je vous ai parlé au tout début dans l'intro, cette mère qui retrouve son fils assassiné par son propre mari et qui part à la recherche de sa fille puisque le père, en plus d'avoir assassiné leur fils, s'est enfui avec leur fille et on sait pas pourquoi. Donc on suit ce personnage-là avec un point de vue un peu particulier puisque c'est une narration à la 2e personne du pluriel. Donc vous allez faire ci, vous avez fait cela, etc. etc. Et c'est assez particulier. Et ce personnage-là dans ce monde est un orogène, c'est-à-dire qu'elle a des pouvoirs telluriques, je pense. Elle a le pouvoir de ressentir la terre, d'arrêter des tremblements de terre, d'en déclencher. C'est un pouvoir un peu particulier et dans ce monde-là, les personnes qui ont ce pouvoir-là sont un peu des pestiférés, ils sont isolés, ils sont très mal vus. Et de ce que j'ai compris, il y a une espèce de lieu, d'académie peut-être, de lieu de formation, j'ai pas trop bien compris. Bref, il y a un lieu qui existe dans lequel ils peuvent se retrouver et apprendre à maîtriser leur pouvoir. Mais de ce que j'ai compris, c'est aussi un lieu qui va les réduire en esclavage. C'est un peu compliqué et forcément en ayant lu qu'un tiers du roman, je peux pas en comprendre grand chose. Bref, on suit donc Esun qui est cette fameuse mère partie à la recherche de sa fille. On suit aussi un personnage qui est une petite fille qui s'appelle Damaya, il me semble. Qui elle aussi a des pouvoirs, elle aussi est une orogène et elle se fait recueillir et amener à ce fameux lieu de formation. Et le 3e personnage qu'on suit, c'est une jeune femme d'une 20aine d'années qui elle est à ce lieu de formation depuis plusieurs années, depuis qu'elle est petite. Et donc elle a gravi les échelons et elle se retrouve à faire un duo avec un mentor qui lui est un grand ponte si vous voulez. Des orogènes. Donc 3 personnages féminins qui ont le même pouvoir et qui gèrent leur pouvoir de façon différente puisque la mère, si j'ai bien compris, n'a jamais été embarquée dans cette histoire de lieu de formation. On suit aussi la petite fille qui donc se rend pour la première fois à ce lieu de formation et qui va découvrir son entraînement et sa formation. Et on suit un personnage qui est en plein dedans depuis des dizaines d'années. Ça paraît prometteur, mais bon, comme je vous disais, je suis pas embarquée dans l'histoire et j'arrête pas de penser à tous ces livres qui sont dans ma palle et que j'ai absolument envie de lire. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Malheureusement, c'est un abandon, mais au moins je suis en accord avec moi-même et ça me permet de pas commencer une nouvelle série puisque je vais pas continuer. Comme je disais, peut-être d'ici la fin de l'année je l'aurai repris ou peut-être dans quelques années. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais pour le moment, j'ai pas envie, j'ai envie de lire autre chose et ce serait dommage de me forcer. J'ai pas encore tout à fait décidé de ce que je démarre ensuite parce que j'ai toujours Gideon la 9e qu'il faut que je lise assez rapidement pour que je puisse le rendre quand même à la médiathèque. Mais je crois que j'ai envie de me changer les idées et de démarrer Journal d'un assassin. Je pense que je vais me tourner vers celui-ci aujourd'hui. Il est 23h, il pleut depuis hier soir, presque sans discontinuer.
Elle n'a pas voulu sortir la journée parce qu'il pleuvait. Et là, elle est dehors. Et elle est à la chasse à la souris. Ruby! Il y a une ou plusieurs souris qui squattent le capot de ma voiture depuis plusieurs jours, voire semaines j'imagine. Et je me suis pas encore décidée à mettre des pièges. Ruby les chasse. Enfin, elle essaye. Et là, je sais pas, ce soir elle est obsédée. Ça fait au moins 20 minutes qu'elle y est, hein, et il pleut. Il est 8h du matin. Je viens de me lever. Je viens de l'ouvrir. Elle m'a même pas fait la fête. Unsterblich sein, unsterblich sein, nur mit dir allein will ich unsterblich sein. Manchmal wünschte ich, die Nacht könnte noch ewig gehen. Du und ich, Taubenscheiße, Neonlicht. Ich könnte stundenlang mit dir auf diesem Gehweg stehen. Petit point dans ce vlog, ça fait un petit moment que je vous ai pas repris. Figurez-vous que j'ai lu le tome 1 de Journal d'un assassin sur une seule journée et je l'ai terminé le soir même. Et je m'étais dit que j'allais attendre le lendemain pour vous en parler, puis finalement, une chose une autre, je vous retrouve que maintenant. Donc j'ai terminé depuis plusieurs jours déjà le premier tome de Journal d'un assassin, Défaillance Système, et ça s'est lu très vite. Et sachez que je suis aussi presque à mi-parcours de ma lecture de Gideon la 9e, qui est le dernier livre de ce vlog. Je suis arrivée à la page 204 sur quasiment 500. Mais avant ça, vous avez dû voir que j'ai fait une galette des rois à la pomme, et figurez-vous que c'était trop bon. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets la recette dans la barre d'infos. Elle est hyper simple, je l'ai trouvée sur internet et ça se dévore. Il y en a plus. Il reste juste une part que j'ai gardée pour le congélateur pour une prochaine fois, mais autrement, il n'y en a plus. Ruby, quant à elle, elle est toujours en mode mécano, elle tourne toujours autour de la voiture et elle n'arrive toujours pas à choper sa souris. Donc j'ai commandé des pièges et ça devrait arriver demain normalement. Et espérons que j'arrive enfin à me débarrasser de ces nuisibles. Jusqu'à présent, j'ai pas de dégâts dans la voiture, mais bon, il suffit d'une nuit. Et enfin, niveau santé, ça va enfin mieux. Ça fait une semaine jour pour jour que j'ai été malade, que j'ai chopé la gastro. Mais il y a que depuis hier que j'arrive à manger et à boire de tout. Et surtout, que j'ai plus mal au cœur. Parce que manger, c'est assez vite revenu. Boire, ça a été un peu plus compliqué. Boire de l'eau, c'est bon. Mais boire mon café du matin, par exemple, c'était impossible jusqu'à hier. Et le point le plus important, c'est que malgré tout ça, j'avais quand même toujours envie de rendre, je me sentais pas bien. Il y a des moments où ça allait très bien et la minute d'après, je me sentais au bord du malaise. Donc forcément, ça a été une semaine un petit peu compliquée, un petit peu farniente en dehors de la lecture. Et j'en ai marre, j'ai envie de bouger. J'ai quand même réussi à faire à plusieurs reprises ma petite heure de marche sur mon tapis, mais l'aquagym me manque. J'ai besoin de vraiment bouger mon corps, d'autant plus que la semaine précédente, j'étais pas trop allée non plus, et la seule fois où j'y étais allée, c'était un cours qui m'avait absolument pas vidé. C'était un nouveau prof, c'était cool, mais j'ai pas fait de sport. Donc voilà, j'ai un peu hâte de retourner à la piscine. Normalement ce soir j'y vais, j'ai cours à 18h. On croise les doigts pour que ce soit pas le nouveau prof et que je fasse un vrai cours de sport et que je me dépense enfin. Et sinon, évidemment, point lecture. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai lu sur une même journée Défaillance Système, le tome 1 de Journal d'un assassin. À ce jour, il y a 7 tomes qui sont parus. Je sais pas si la série est complète. Il y a un point en commun que j'ai pas soulevé parce que je le savais pas entre les 3 livres de ce vlog, c'est que à chaque fois, on va rentrer dans une histoire sans avoir de contexte au niveau géopolitique, au niveau système de magie, système de fonctionnement des technologies, ce genre de choses. C'est quelque chose que j'avais déjà relevé dans la 5e saison et qui m'avait dérangé. Ça a été le cas aussi ici avec Défaillance Système, mais pour le coup ça ne m'a pas dérangé du tout. On démarre ce premier tome avec notre personnage robot et on va découvrir au fil de ce premier tome qu'il aime bien se faire appeler assassin. C'est genre le nom qu'il s'est donné à lui-même mais qu'il veut garder un peu secret. Et on démarre ce premier tome sur les chapeaux de roue avec une petite note d'humour et la page suivante c'est déjà la catastrophe. On perd pas de temps et comme je vous le disais on n'a pas trop de contexte mais ça dérange pas trop parce que justement on démarre ce premier tome en étant sur une planète qu'on ne connaît
connaît pas, qu'on ne nous présente pas forcément. Elle a pas de nom, on sait pas comment on est arrivé là. On sait juste que donc notre robot est chargé de la sécurité d'une équipe de scientifiques qui se trouve donc sur cette planète. Et on comprend qu'ils sont là pour une mission un peu de recherche, de prélèvement, pour étudier la planète et la comprendre. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Et donc comme je vous le disais très rapidement, dès la page 2, il y a une catastrophe qui va enclencher l'intrigue de ce premier tome. Écoutez, j'ai adoré le style d'écriture et surtout j'ai adoré cet humour et ce détachement qu'a notre assassin envers l'espèce humaine. J'avais un peu l'impression d'observer l'espèce humaine depuis l'extérieur à travers forcément un autre personnage, un personnage robotique. C'était vraiment assez drôle, pas forcément humoristique à 100%, mais il y a quand même des petites touches d'humour, puisque c'est un personnage qui est pas humain et qui comprend pas forcément la façon de penser des humains. Il les trouve un peu bébêtes, mais aussi assez attachants. Et écoutez, j'ai bien aimé, je vais poursuivre la série, ça va pas être une série que je vais binger, parce que j'ai aussi quelques petites choses à redire. On a un fort aspect politique qui est déjà étudié à travers ce premier tome, et j'avoue que j'étais un peu perdue, surtout parce qu'il est beaucoup fait mention de technologie, d'ingénierie, de robotique, et au bout d'un moment j'étais perdue. Moi j'ai pas un esprit scientifique, j'ai un esprit purement littéraire, et il y a des trucs... j'ai rien compris. Mais ça m'a pas du tout empêché d'apprécier ma lecture. Donc oui, clairement une série que je vais continuer. Je vais essayer de voir si je peux choper les prochains tomes en occasion pour pouvoir continuer aussi ma collection. Et pour vous donner un peu une idée du style d'écriture et de l'ironie qu'on va retrouver dans cette série, je vais vous lire les premières phrases, le premier paragraphe du premier chapitre, ça met tout de suite dans l'ambiance. J'aurais pu faire un carnage dès l'instant où j'ai piraté mon module superviseur. En tout cas, si je n'avais pas découvert un accès au bouquet de chaînes de divertissement relayées par les satellites de la compagnie. 35 000 heures plus tard, aucun meurtre à signaler, mais à vue de nez, un peu moins de 35 000 heures de films, de séries, de lectures, de jeux et de musique consommée. Comme impitoyable machine à tuer, on peut difficilement faire pire. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, ça doit être hyper immersif de l'écouter en audio, et je pense qu'on peut bien se marrer. Dans tous les cas, je comprends la hype. Un point pour Regan de la chaîne Perus Project qui avait mis, je crois, la série entière dans ses coups de cœur de 2024. Et dans ses meilleures lectures de 2024, Regan avait aussi mis Gideon, la 9e de Tamsin Muir, que j'ai donc commencé à lire, comme je vous disais tout à l'heure. C'est le premier tome de la série, Le Tombeau scellé. Si je me souviens bien, elle avait mis le tome 1, mais aussi le tome 2 et le tome 3 parce qu'elle les avait bingés. Le tome 1, elle a lu 3 ou 4 fois, je sais plus bien, en précisant à chaque fois que si elle le relisait, c'est parce qu'elle avait besoin de se remettre dans cette ambiance et d'avoir tous les détails hyper frais dans sa tête avant de continuer la série. Et comme je vous le disais, je suis arrivée à la page 204 au chapitre 16, donc à un petit peu moins de la moitié. Il fait 490 pages et c'est hyper original. On est dans un monde à la fois fantasy et science-fiction, mais aussi hyper moderne parce qu'on va retrouver énormément d'éléments de notre quotidien qu'on connaît. Je sais pas si vous voyez sur la couverture, mais Gideon, elle porte des lunettes de soleil. Elle a aussi une montre, il y a l'électricité, ça parle de produits chimiques. Bref, on n'est pas trop perdu, mais en même temps, c'est un monde vachement élaboré et différent du nôtre, puisque on a différentes maisons qui vivent, si j'ai bien compris, sur différentes planètes. Ça va jusqu'à la 9e maison, dont fait partie Gideon. Et ce monde-là est régi par la magie nécromancienne. Et chaque planète a un pouvoir spécifique de la nécromancie. Je peux pas vous en dire plus puisque j'ai pas trop compris, puisque c'est pas hyper expliqué. On découvre vraiment au fil de la lecture un petit peu tout ça. C'est un peu comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas de contexte à proprement parler avant de rentrer dans l'histoire. On est directement dans l'histoire. Et nous, lecteurs, on découvre ça au fil de la lecture. Mais j'avoue que c'est hyper bien expliqué, on prend notre temps, on est perdu, oui, mais ça pose pas de soucis. Et même si c'est très normal pour nos personnages, il y a quand même des choses qu'ils vont découvrir. Dans ce premier tome, on suit donc Gideon, la 9e, qui est ce personnage-là. Une jeune femme vraiment badass. Elle a 18 ans au moment où on la rencontre. Je pense qu'après, dans les tomes suivants, elle est peut-être un peu plus âgée. En tout cas, au moment où j'en suis, il y a que quelques semaines qui viennent de s'écouler, donc elle a toujours 18 ans. Et elle fait partie donc de la 9e maison. Et si vous voulez, sur sa planète là, c'est un peu des gothiques. Ils s'habillent tous en noir. Ils ont un maquillage qui est obligatoire comme ceci. Donc la face entièrement blanche avec aussi du noir pour représenter des squelettes. Ils sont aussi très religieux et il y a vraiment une ambiance particulière dans cette 9e maison, mais dans les autres aussi, mais surtout avec la 9e, qui a aussi une certaine réputation auprès des autres maisons qu'on va commencer à découvrir un petit peu plus tard. Mais Gideon, quant à elle,
elle n'est pas nécromancienne. Elle n'a pas de pouvoir de nécromancie, elle n'a pas de pouvoir tout court. Elle a atterri dans la 9e maison quand elle était tout bébé. On sait pas trop ce qui s'est passé, ni les gens de la 9e maison, ni elle ne le savent. Et a priori, on cherche pas forcément à comprendre non plus. C'est comme ça, c'est pas autrement. Mais sa mère a été littéralement parachutée dans un des trous de la 9e planète. Et c'est comme ça qu'on a récupéré Gideon quand elle avait seulement 1 jour. Donc on sait pas d'où elle sort, on sait qu'elle a pas de pouvoir. Et du coup, on s'est dit, bah, puisqu'on peut rien en faire, on peut pas la refourguer à une autre maison parce qu'on sait pas d'où elle vient. On va la garder avec nous, on va l'éduquer, on va en faire une servante. Elle servira bien à quelque chose à un moment donné. Sauf que Gideon, c'est un peu une tête brûlée et au plus elle grandit, au plus elle veut s'enfuir. Et quand on la rencontre, donc comme je vous disais, elle a 18 ans, elle est majeure. Et au moment où elle la rencontre, elle nous explique que c'est sa 87e tentative de fugue. Une chose en amenant une autre, elle va pas réussir à fuguer et elle va se retrouver embarquée à plutôt être le garde du corps, le cavalier, en tout cas la cavalière du coup, de Harrowhark qui se trouve être un peu la princesse de la 9e maison. Et si elle est nommée cavalière garde du corps de la respectueuse fille, c'est parce que tous les princes et princesses des différentes maisons ont été invités à venir sur la première pour, on sait pas trop comment, devenir des licteurs. Et alors nous lecteurs, on sait pas encore trop ce que c'est, mais apparemment c'est un peu des sages immortels avec un pouvoir infini. Donc on va suivre Gideon qui accompagne Harrowhark sur la première pour sa formation de licteur. Il se trouve que Gideon et Harrowhark se détestent au plus haut point. Nous lecteurs, on sait pas encore trop pourquoi, mais c'est mutuel, elles ne peuvent pas se blairer et elles vont tout faire pour s'empoisonner la vie. Et dernier détail dans l'intrigue, pour vous préciser un petit peu à quel point c'est un univers original et décalé, on arrive à la première, on rencontre certains protagonistes des autres maisons et on se rend compte que nos représentantes de la 9e maison, elles sont regardées de travers, elles ne font rien de particulier mais elles intimident tout le monde à cause de leur maquillage, à cause de leur façon de vivre. Et si c'était pas encore assez, on annonce au dîner de banquet de présentation que oui, ils sont là pour faire leur formation de licteur. S'ils ne sont pas retenus, c'est pas grave, il faut pas en avoir honte, ils seront renvoyés sur leur planète avec tous les honneurs et les éloges possibles, mais que ça leur sera signifié rapidement et surtout qu'il faut pas lutter. Et quand l'un d'entre eux demande c'est quoi la formation au juste, comment on fait pour devenir licteur, le prêtre qui chapeaute la première maison, il leur dit je sais pas. Donc finalement, nos représentants des différentes maisons, ils sont livrés à eux-mêmes sur la première, dans le palais de la première, qui paraît un peu labyrinthique, et ils sont censés faire leur formation, découvrir peut-être un mystère, résoudre peut-être une énigme. Ils savent rien finalement, ils sont au courant de rien, ils sont livrés à eux-mêmes, jusqu'à ce que potentiellement on vienne les voir en leur disant « Super, t'as réussi, tu vas devenir licteur », ou non, désolé, t'es éliminé, rentre chez toi. Voilà à quel point l'univers est original, un peu barré, mais barré dans le bon sens. C'est vraiment particulier, il y a un humour aussi, encore une fois, décalé. Là aussi, pour vous donner un peu une idée, je vais vous lire le premier paragraphe du premier chapitre où on nous présente Gideon. Et on nous dit « En l'an myriade de notre Seigneur, la 10 000e année du roi immortel, le bienveillant prince de la mort, Gideon Nave prit son épée, ses bottes et ses magazines pour adultes et s'évada de la 9e maison. Gideon tête brûlée, qui en a rien à faire des gens, et Harrowhark qui est un peu une peste, surtout avec Gideon, mais une fille ultra ambitieuse, hyper studieuse, quitte à oublier sa propre santé et à se mettre en danger pour en apprendre plus et devenir licteur. La dynamique entre ces deux-là, elle est trop drôle. Elles se détestent le plus cordialement possible, avec des tournures de phrases un peu polies mais en même temps complètement insultantes, et pendant un bon moment elles vont carrément même s'ignorer, un peu pour faire de bonnes mesures, mais surtout parce qu'elles peuvent plus se voir en peinture. Donc voilà, c'est très drôle. Là où j'en suis, donc à la page 200, on a un petit peu avancé sur ce mystère de licteur, dans le sens où Gideon et Harrow ont compris qu'il faut malheureusement qu'elles s'entraident pour pouvoir peut-être potentiellement comprendre de quoi il s'agit. J'aime aussi beaucoup le fait que notre personnage principal, Gideon, n'est pas une nécromancienne. Elle ne contrôle absolument rien de la magie des eaux, la magie des morts, ce genre de choses. Elle est là, elle assiste à un peu tout et elle est comme « Ok, j'avoue, c'est badass, mais moi je préfère me battre avec mon épée et fendre des crânes. » C'est trop cool, c'est barré. Par contre, c'est assez long. Un exemple des pages que je peux lire en ce moment. Moi qui lis lentement et qui
en ce moment, je trouve, lit encore plus lentement que d'habitude. Je sais pas pourquoi. Avoir des pages et des pages comme ça où il y a très peu de dialogue. Parce qu'il faut savoir qu'au début, quand ils arrivent sur la première maison, à partir du 2e jour, elle interdit à Gideon de parler. Et elle fait transmettre à tout le monde le mot comme quoi Gideon, elle a fait vœu de silence. Donc elle se retrouve obligée à se taire. On lui parle, on lui demande des trucs et elle ne dit absolument rien. Donc forcément, ça fait un texte un peu long puisque elle peut pas répondre, il n'y a pas de dialogue, il y a très peu d'échanges, mais elle observe et elle explore beaucoup. Et ça, je pense que ça va nous aider un peu plus tard. Bref, ça fait un peu trop longtemps que je parle et j'ai envie de continuer, donc je vais aller retrouver la Ruby sur le canapé. Elle va faire sa sieste, elle va me ronfler dans les oreilles, il y a des chances que je la rejoigne, mais en attendant, je vais essayer d'avancer un petit peu. Bon, on est le lendemain, je viens d'arriver à l'acte 4, à la page 327, chapitre 26. C'est trop bien, j'arrive pas à décrocher. Ça doit faire peut-être 100 ou 70 pages, je sais pas trop depuis combien de temps je suis officiellement accro à ce premier tome de série. Et franchement, si ça continue comme ça, je pense que ça va être une de mes séries préférées en 2026. Je serais vraiment pas étonnée. J'adore le style d'écriture, j'adore le fait qu'on est dans un univers particulièrement original. Je pense que c'est l'univers le plus barré et vraiment celui qui sort le plus de l'ordinaire que j'ai jamais rencontré. On est dans un mélange quand même de science-fiction et de fantasy avec des nécromanciens, ça je vous l'ai déjà dit. Mais là où j'en suis, on a aussi ajouté un côté Dark Academia, un côté horreur, et de l'horreur pas suspense, de l'horreur qui fait peur. Un côté comique, humoristique, justement, avec ce que je vous disais, ce style d'écriture et ces personnages hauts en couleur. Mais aussi, depuis la fin de l'acte précédent, on est dans du murder mystery. On est vraiment à la croisée des genres, et c'est trop bien. C'est trop bien, je me régale. Y a toujours des moments où je ris alors qu'on est dans des scènes assez tendu. Il y a pas très longtemps une scène où il y a un duel qui se prépare entre deux maisons. C'est hyper tendu, tout le monde est sur les nerfs et on a un personnage qui est là en guise d'arbitre entre justement ces deux maisons qui explique toutes les composantes du duel. Et il y a l'un des participants du duel qui dit j'ai rien compris. Et c'est comme ça tout le temps, il y a toujours des moments un peu comiques qui font retomber la tension et qui rendent aussi les personnages vachement attachants, je dois le dire. Bref, c'est trop bien. Ceci dit, c'est parfois un peu complexe parce que je me suis rendu compte à plusieurs reprises que je relisais certains paragraphes en me disant « Attends, je sais déjà plus qui a dit quoi », parce que faut savoir qu'il y a quand même pas mal de personnages. On suit principalement Gideon et Harrow, mais comme je vous ai dit dans le clip précédent, elles se sont aussi rendues compte que l'union fait la force, et il y a d'autres personnages qui se sont rendus compte de ça, et donc au fur et à mesure on avance, on va avoir d'autres personnages qui vont prendre de l'importance dans cette intrigue. Et comme il y a énormément de personnages, parce qu'il y a 9 maisons, et que dans chaque maison il y a plusieurs personnages, ça fait quand même un casting assez étendu, et ils ont tous leur importance. Et du coup, je me retrouve quand même assez souvent à me dire « Ok, attends, lui, c'est quelle maison déjà ? Est-ce qu'il est gentil ? Est-ce qu'il est méchant ? Est-ce qu'on se méfie de lui ?» Et franchement, j'adore. Il y a aussi ce fait que aucun personnage n'est ou tout blanc ou tout noir. Et ça donne une vraie profondeur aux personnages, à leur caractérisation, mais aussi à l'intrigue. C'est de la folie, c'est trop bien. Il me reste 162 pages pour arriver à la fin de ce roman, dont 126 pour arriver au prochain acte. Donc là, je m'attaque vraiment à la plus grosse partie. J'ai envie de le terminer aujourd'hui. Je sais pas si ça va se faire parce que je suis censée faire autre chose aujourd'hui, dont de la création de contenu, mais j'ai pas envie. J'ai juste envie de le lire toute la journée jusqu'à arriver à la fin. Toujours en bonne compagnie, évidemment. Elle est en train de dormir. Ça reste discret pour le moment. Bref, il est temps de retrouver Gideon et Harrow et tous ces meurtres en série. Bon, je vous retrouve pour clôturer ce vlog et je peux vous confirmer que Gideon, la 9e, a été un coup de cœur. J'ai bien lu les 160 et quelques pages sur une seule journée et j'ai bien fait absolument rien à part manger, faire une sieste et lire.
C'est devenu une nouvelle obsession à tel point que j'ai déjà emprunté le tome 2 à la médiathèque et je pense que je vais vraiment pas tarder à le lire. D'ailleurs, il y a des chances que je vous fasse un vlog avec celui-ci et d'autres lectures. Et je vais pas revenir sur Gideon la 9e parce que je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers, mais je peux vous dire que au niveau rebondissement, plot twist, révélation, j'en ai eu pour mon compte et je me suis régalée du début à la fin. Donc pour ce qui est du classement de ces 3 lectures de ce vlog Best of Booktube spécial premier tome de série imaginaire, eh bien il n'y a évidemment aucune surprise en 3e position puisque je ne l'ai pas terminé, la 5e saison de N.K. Jemisin, et avec le recul je me dis que j'ai vraiment bien fait de l'abandonner et que franchement j'ai aucun regret. En 2e position, une lecture sympa, un poil mitigé, mais je vais quand même continuer la série. C'était Journal d'un assassin de Martha Wells avec le premier tome Défaillance System, et évidemment en première position est l'un de mes coups de cœur de cette série de vlogs, Gideon la 9e de Tamsin Muir, le premier tome du Tombeau scellé. Et d'ailleurs, je vais en profiter tant que vous êtes avec moi et qu'il y a l'ordinateur à côté. On va aller mettre à jour mon tracker Notion sur les séries justement. On est donc parti pour mettre à jour Notion. On va commencer avec la 5e saison qui est juste ici, que j'ai techniquement commencé mais que je vais mettre en DNF. Hop, évidemment j'aurais pas dû faire ça d'abord. Bah non, écoutez, j'ai rien à mettre à jour puisque livre disponible, on va le laisser en 3. J'ai lu un seul tiers du premier livre et je reprendrai pas, donc on va laisser tel quel. Ensuite, j'ai lu Journal d'un assassin qui est de ce côté-ci. On a bien 7 livres disponibles, mais j'en ai lu désormais 1 et il m'en restera 6 à découvrir. Et le prochain s'intitule Schéma artificiel. Le statut est désormais en à acheter puisque je n'ai pas le tome 2 dans ma bibliothèque et je crois pas que ce soit une série qui soit disponible à la médiathèque. Donc je vais continuer mes achats pour continuer ma collection. Et enfin la 3e série à mettre à jour, c'est évidemment le Tombeau scellé qu'on va retrouver ici, toujours en cours puisque le tome 4 n'est toujours pas sorti. Hop, on est donc avec le prochain titre qui sera le tome 2 et c'est Arrow, la 9e. Le statut est désormais dispo pour lecture puisque j'ai le tome 2 juste ici avec moi. Livre disponible, on en a toujours 3, mais j'en ai désormais lu 1 et il m'en reste 2 à découvrir avant d'être à jour. Et je suis plutôt contente parce que j'ai limité les dégâts sur ces 3 séries potentielles. J'en ai abandonné déjà une et j'en ai donc commencé que 2. Mais je vais pas tarder à, pas forcément me mettre à jour, mais à bien avancer dans une des 2 séries. Donc c'est plutôt cool. Et quelle série d'ailleurs, j'ai trop hâte de voir ce qu'il en est avec le tome 2. Je sais qu'il va me faire complètement péter un câble parce qu'on va suivre ici Arrow. Ce sera notre personnage principal, notre narrateur. Et apparemment, elle va faire une grosse introspection ou alors avoir pas mal de flashbacks de ce qui s'est passé dans le tome 1. Mais c'est potentiellement une narratrice non fiable parce qu'elle va avoir un peu les choses à sa sauce et peut-être même qu'elle devient folle. Donc je sais qu'il va falloir que je m'accroche et que je crois pas forcément tout ce qu'on me raconte. J'ai trop hâte. Avec ceci, on est donc arrivé à la fin de ce vlog. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez lu l'une de ces séries ou une partie, n'hésitez pas à me le dire. Et comme d'habitude, si vous ne souhaitez pas laisser de commentaires, vous pouvez toujours me laisser un emoji. Et cette fois-ci, évidemment, on va y aller avec tout ce qui est emoji tête de mort en rapport avec ces nécromanciennes de l'espace. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!